Le monde se resumait à la glace et au ciel, un royaume vertical de granit et de vent, où Carlos Mendoza se sentait le plus vivant. Chaque placement délibéré de ses crampons, chaque prise ferme de son piolet, était une conversation silencieuse avec la montagne. Le cerro Fitzroy s'élevait devant lui, une cathédrale de pierre perçant les cieux patagoniens, ses faces abruptes brillant sous un soleil si éclatant qu'il semblait une bénédiction personnelle. Il était une silhouette solitaire contre cette toile immense et gelée, une petite et déterminée tâche se lançant dans un grand pèlerinage. Il s'arrêta sur une petite corniche, sa respiration se transformant en un nuage dans l'air rare et froid, et déclipsa la petite caméra robuste de son armée. Le voyant rouge s'alluma comme une petite étoile fidèle. Il pivota lentement, capturant la vue imprenable des glaciers qui s'étendaient comme des rivières gelées dans les vallées lointaines, et de l'immense dôme bleu au-dessus. Il narrait sa progression d'une voix calme et mesurée, son ton en contrepoint stable aux rafales de vent. Les conditions étaient parfaites. Le temps, qui devenait souvent traître sur le Fitzroy avec peu d'avertissement, restait dans un état de stabilité sereine. Il rapporta cela au camp de base dans une brève transmission par satellite, ses mots empreints d'une excitation confiante, presque révérencieuse. Cette ascension était bien plus qu'un défi personnel. Elle était la pièce maîtresse d'un documentaire qu'il imaginait, un projet destiné à explorer la philosophie de l'ascension. Pour Carlos, l'escalade n'était pas une conquête, mais une forme d'écoute profonde, une manière d'éliminer le bruit du monde moderne et d'entendre les vérités anciennes et fondamentales murmurées par la roche et la glace. Il croyait que la montagne se révélait non à ceux qui la combattaient, mais à ceux qui se déplaçaient avec elle, respectant sa puissance immense et son rythme intemporel. Ici, suspendu entre la terre et le ciel, il ressentait une paix profonde, un sentiment d'appartenance à quelque chose de bien plus grand que lui. L'isolement n'était pas de la solitude, mais une purification, le silence majestueux, une symphonie pour son âme. Avec le sommet qu'il appelait au-dessus, il rangea sa caméra, un sourire silencieux effleurant ses lèvres, et poursuivit son ascension régulière et rythmée vers le sublime. Le troisième matin se leva avec une clarté cristalline qui semblait promettre le sommet lui-même. Carlos se réveilla avec la première lumière, son corps vibrant d'une énergie concentrée qui éclipsait toute fatigue. Aujourd'hui était le jour. Les hauteurs du Fitzroy brillaient au-dessus, un défi sévère et magnifique, qu'il se sentait destiné à relever. Après une routine rapide et efficace consistant à fondre de la neige pour l'eau et vérifier son équipement, il entama la dernière poussée, ses mouvements précis et économiques, chacun conservant la force précieuse pour les passages techniques qui l'attendaient. Il établit son dernier contact prévu avec le camp de base juste après-midi, sa voix crépitante d'une excitation contenue via le lien satellite. Il rapporta sa position, haut sur le mur de tête, l'air si rare que chaque respiration devenait un effort conscient. La crête du sommet était irrésistiblement proche, une ligne dentelée contre l'azur infini. Il parla de la visibilité incroyable de la roche solide sous ses gants, du sentiment d'être au bord d'une grande réussite. La transmission fut brève, professionnelle, mais sous-tendue par l'excitation indéniable d'un rêve à portée de main. Il conclut par une promesse confiante de rappeler depuis le sommet, à peine la radio se tut, que le caractère de la journée commença à changer. Ce fut subtil au début, un assombrissement progressif de l'intensité du soleil, comme si un voile fin et éthéré se dressait devant lui. Une brume commença à se former, ne montant pas depuis les vallées en contrebas comme c'était habituellement le cas, mais apparaissant directement de l'air même autour de lui à cette altitude extrême. C'était une brume nacrée, une brume d'altitude, épaisse et silencieuse, dont le comportement était étrangement différent de tout phénomène météorologique que Carlos avait jamais documenté ou étudié. Elle s'accrochait aux épines de granit, adoucissant leurs bornettes, créant un monde déconcertant de gris lumineux et mouvant. Puis vint le son. Il commença comme une vibration basse ressentie plus par ses os que perçue par ses oreilles, un bourdonnement résonnant qui semblait émaner de la montagne elle-même. Il n'y avait pas de source, ni de direction, il était simplement présent, saturant l'air étouffé, un bourdonnement constant et troublant, qui semblait à la fois ancien et complètement alien. Carlos s'arrêta de grimper, sa prise sur son piolet se renforça. Il scruta les parois blanches et brumeuses autour de lui, un frisson de malaise coupant l'excitation du sommet. La journée parfaite s'était fracturée, remplacée par une atmosphère étrange et inexplicable. Le bourdonnement s'intensifia, une fréquence résonante, qui semblait vibrer jusque dans la moelle de ses os, s'accordant avec le rythme frénétique de son cœur. Carlos chercha désespérément son enregistreur audio, ses gants lui semblant soudainement maladroits et sa respiration se coucha en un souffle court, chaque inhalation une lutte contre l'air qui se faisait de plus en plus épais et brillant. Il appuya sur le bouton d'enregistrement, sa voix émergeant comme un murmure tendu et confus,
un contraste frappant avec les tons confiants d'il y a quelques heures. Il décrivit l'impossible. La face solide de granit devant lui n'était plus solide. Elle ondulait, sa surface vivante d'une lumière huileuse, qui se mouvait, une illusion de pierre liquide, défiant toute logique. Le monde basculait, pas physiquement mais perceptuellement, comme si les axes fondamentaux du haut et du bas se dissolvaient autour de lui. Il parla d'un profond désarroi, d'un vertige de l'âme, alors que la brume autour de lui commençait à pulser avec le même rythme surnaturel que le bourdonnement. La transmission se dissolut en un coup sec, puis une rafale de statique brute qui grésilla à travers la fréquence, effaçant ces derniers mots, terrifiants. Haut dans la montagne, le balise d'urgence attaché à son sac, un dispositif conçu pour les conditions les plus extrêmes de la Terre, s'alluma d'elle-même. Son circuit interne destiné à émettre un signal clair et répétitif de détresse et de localisation, émis au contraire un seul pang de données déformées, grotesques. Le signal était un cri déformé de bruit numérique, ses coordonnées un enchevêtrement brouillé, impossible, qui pointait nulle part et partout à la fois. Puis aussi soudainement qu'il avait commencé, la lumière de la balise s'éteignit. La statique sur le canal radio se dissipa dans un silence absolu et éternel. Sur les moniteurs du camp de base, le signal vital de Carlos Mendoza disparut de l'écran, remplacé par le vide moqueur d'une connexion perdue. La montagne l'avait pris, et elle ne donnait aucun indice sur la manière. Les silences de la montagne étaient un vide qui criait. Quelques heures après la dernière transmission fragmentée, la machinerie de l'espoir et du dread se mit en marche et provoquait une massive opération de recherche internationale qui se déversa sur la wilderness patagonienne comme une armée déterminée. Des équipes d'Argentine, du Chili et d'Espagne convergèrent vers les pentes du cerro Fitzroy, une nuée coordonnée de vestes colorées contre l'immensité monochrome de glace et de pierre. Des hélicoptères bourdonnaient dans l'air ras, leurs pales battant un rythme frénétique contre le ciel indifférent, tandis que des équipes au sol d'alpinistes experts commençaient le travail long et périlleux de fouiller chaque crevasse, chaque corniche, chaque recoin inconcevable, où un grimpeur pourrait être tombé ou s'être réfugié. Pendant des semaines, la recherche peignait la montagne de l'effort humain. Ils suivirent son itinéraire prévu, puis se dispersèrent, couvrant des trajectoires improbables, poussés par la mince chance qu'une tempête ou une chute ait égaré loin de son parcours. Ils scrutèrent les faces brutales avec des lentilles à haute puissance, déposèrent des provisions dans les fissures profondes et crièrent son nom dans le vent. Leur voix avalée par l'immensité qui les entourait. Mais la wilderness patagonienne, ancienne et impassible, ne révéla rien. Elle n'offrit aucun morceau de tissu accroché à la roche, aucun équipement abandonné, aucune trace dans la neige. C'était comme si la montagne s'était simplement ouverte et l'avait absorbée, ne laissant aucune trace derrière. Dans une petite maison de Bariloche, la famille de Carlos s'accrochait aux mises à jour, leur espoir une flamme fragile battue par les rapports infructueux de chaque jour. La communauté mondiale d'escalade, une famille soudée par le risque et le respect partagé, tenait une veille collective, partageant des cartes et des théories en ligne, leur incrédulité se transformant en une profonde tristesse perplexe. Comment un homme de l'habileté de Carlos, lors d'une journée presque parfaite, pouvait-il disparaître de manière aussi totale? La conclusion officielle, lorsqu'elle arriva enfin, fut un bruit sourd, administratif, de finalité. La recherche était suspendue, le cas restait ouvert, mais le sauvetage actif était terminé. Tout ce qui restait était le mystère, un trou brut et béant dans l'histoire où un homme aurait dû être, ne laissant derrière lui que des questions murmurées dans le vent glacial de Patagonie. 8 ans de vent et de pluie avaient lissé les bords du souvenir mondial de Carlos Mendoza, transformant une tragédie choquante en une légende lointaine et hantée des cimes patagoniennes. Mais le temps, comme le petit groupe d'archéologues chiliens le découvrirait bientôt, était une chose bien plus fluide et trompeuse que ce que n'importe quel manuel n'aurait jamais suggéré. Menée par l'exploratrice méticuleuse et curieuse Dr. Elena Vargas, l'expédition avait été attirée par une région reculée, balayée par les vents près de Punta Arenas, par des images satellites suggérant un système de grottes non répertoriées, un secret géologique caché depuis des millénaires sous un tapis clairsemé d'herbes persistantes et de lithium obstiné. L'entrée n'était qu'une fente dans la terre, une bouche sombre exhalant un air anormalement calme et portant une légère odeur métallique. Pendant 2 jours, ils avaient navigué dans un labyrinthe de passages étroits et dégoulinants, leurs lampes frontales sculptant des cônes fragiles de lumière dans une obscurité profonde, qui n'avait connu ni soleil ni air. Les grottes étaient un monde silencieux et humide, sculpté de pierres et de gouttes résonnantes, magnifique dans sa solitude ancienne mais jusque-là n'ayant révélé rien de plus que des merveilles géologiques. Puis le passage qu'ils suivaient s'élargit brusquement,
s'ouvrant en une vaste salle semblable à une cathédrale que leur lumière combinée ne pouvait pas pleinement éclairer. L'air changea, devenant sec et étrangement chargé, la goutte constante de l'eau remplacée par un silence absolu, aussi lourd qu'une tombe. La docteur Vargas fut la première à balayer son faisceau sur le centre de la chambre, et sa respiration coupée résonna dans le silence. La lumière tomba sur une plateforme de pierre élevée, une plateforme géométrique parfaite semblant taillée dans le rocher vivant du sol de la caverne. Sur celle-ci, assise dans une posture de repos serein, se trouvait une silhouette humaine. La lumière brillait sur des fils métalliques complexes tissés dans des robes d'un tissu étrange, d'un rouge rouillé à noir obsidienne, selon que les faisceaux se déplaçaient. Les vêtements n'étaient semblables à aucun modèle indigène ou historique que Lena ait jamais vu, décorés de symboles géométriques suggérant une cosmologie complexe et inconnue. Les mains de la silhouette reposaient sur ses genoux, entourées d'une collection d'artefacts, des orbes en pierre polie luisant d'une faible luminescence interne, des tablettes métalliques gravées de motifs en spirale non répétitifs, et des outils d'un design méconnaissable, qui semblait à la fois primitif et incroyablement avancé. L'équipe se figea, un tableau de choc et d'émerveillement dans l'immensité de l'obscurité. Ce n'était pas une sépulture ancienne. Le corps ne montrait aucun signe de dégradation. La peau semblait souple, la posture incroyablement réaliste, comme si l'individu s'était simplement assis un moment des siècles auparavant et n'était jamais parti. C'était une découverte qui défiait tout contexte, une énigme parfaitement préservée attendant dans l'obscurité profonde et silencieuse, un secret que la montagne avait gardé, seulement pour le céder à la terre bien en dessous. Le voyage de cette chambre souterraine silencieuse au laboratoire stérile et vibrant fut un passage surréaliste entre deux mondes incompatibles. Le corps, soigneusement enveloppé et sécurisé sur une civière spécialisée, fut transporté sous le voile de la plus stricte confidentialité. Les coordonnées de la caverne classées, l'équipe contrainte au silence le plus complet, une charge aussi lourde que la montagne au-dessous. Sous la lumière blanche et implacable du centre médico-légal de Santiago, la silhouette du dé semblait encore plus déplacée, un artefact de mystère profond étendu sous l'éclat implacable de la science. L'examen initial ne fit qu'approfondir l'énigme. Le sujet était un homme, paraissant être dans la fin de sa trentaine, avec la musculature maigre et tendue d'un athlète chevronné. Sa peau était souple, ses traits paisibles et intacts par les ravages du temps ou de la décomposition. À première vue, c'était un homme qui venait de mourir quelques heures auparavant, son corps dans un état de préservation si parfait qu'il défiait toute explication naturelle. Pourtant, les vêtements qu'il portait étaient une autre affaire. Le tissu étrange et changeant des robes résistait à toute analyse textile standard, son tissage étant différent de toute fibre naturelle ou synthétique connue. Les fils métalliques étaient un alliage complexe inconnu, et les symboles géométriques défiaient toute tentative de correspondance avec les cultures sud-américaines documentées. Les artefacts qui l'entouraient étaient un puzzle similaire, des objets semblant antiques dans leur conception et leur fabrication, mais ne montrant aucun signe d'âge, d'usure ou de pathie. Le principal pathologiste, un homme qui avait bâti sa carrière sur les preuves empiriques, n'eut d'autre choix que de secouer la tête dans une frustration confuse. Les éléments physiques étaient une contradiction que la logique ne pouvait résoudre. La seule procédure restante était un test ADN, une case finale à cocher pour écarter la possibilité que ces restes soient ceux d'un anthropologue ou d'un explorateur disparu depuis quelques décennies. Un échantillon fut pris, le processus étant banal et automatisé, l'attente étant celle d'une autre impasse dans un dossier déjà trop rempli de mystères. Les résultats revinrent non pas quelques jours plus tard, mais en quelques heures, tant était l'efficacité du croisement de bases de données internationales. La notification arriva sur l'écran du pathologiste. Il ouvrit le fichier, s'attendant à une autre non-correspondance, une autre ligne de code appartenant à une âme sans nom d'un âge oublié. Mais au lieu de cela, son sang se glaça. L'écran affichait une correspondance parfaite et irréfutable. La séquence génétique extraite du corps impossible préservée sur la table était liée à un fichier qui reposait dans la base de données des personnes disparues internationales depuis 8 ans. Le nom attaché au fichier, le nom de l'homme retrouvé profondément dans une grotte patagonienne, habillé d'un vêtement cérémoniel 1000 ans en dehors de son époque, était Carlos Mendoza. L'identification impossible de Carlos Mendoza n'apporta aucune clarté. Elle brisa les fondations même de ce que la docteur Elena Vargas et son équipe comprenaient de l'époque, de l'histoire et de la nature de la réalité elle-même. Le laboratoire, autrefois un temple de certitude empirique, se sentit désormais comme une chambre de merveilles inquiétante. Le corps de Carlos, toujours allongé dans son état de préservation impossible, devint le point focal d'une enquête frénétique et murmurée,
qui opérait au bord même de la compréhension scientifique. La première tâche fut de dater les matériaux qui l'accompagnaient, une mission qui aurait dû fournir des réponses simples mais qui au contraire apporta encore plus de confusion. Des échantillons du tissu étrange de robes furent envoyés pour une datation au radiocarbone, ainsi que des fragments de petites orbes en pierre polie et une des tablettes métalliques. Les résultats arrivèrent sous forme de rapports déconcertants qui se répandirent sur le bureau de la Dr Vargas comme une carte d'un univers fou. Certaines parties du textile, les fils tissés à partir d'une fibre végétale inconnue, donnèrent des dates plaçant leur origine à plus de 1000 ans dans le passé. Pourtant d'autres sections, les fils métalliques alliés arrière en cuir étrange, défiaient le processus entièrement, leur signature radiocarbone criant une origine moderne, presque contemporaine. Les orbes en pierre étaient tout aussi schizophrènes. Leurs extérieurs étaient antiques, usés par les millénaires, mais les échantillons du cœur suggéraient une formation récente, une impossibilité géologique. C'était comme si les artefacts eux-mêmes étaient cousus ensemble à partir de différentes époques, un collage physique du temps qui ne pouvait ne devait exister. Pendant que les scientifiques des matériaux luttaient avec leurs données contradictoires, une autre équipe se concentra sur la grotte elle-même. Des scanners haute résolution et des lumières multispectrales furent utilisés dans la vaste salle, révélant que les murs n'étaient pas de la simple pierre, mais une toile géante de fresques élaborées, jusque-là invisibles sous la lumière de l'exploration. Les images qui émergèrent étaient époustouflantes et totalement inexplicables. Elles représentaient des figures en robes similaires à celles de Carlos manipulant des structures cristallines qui brillaient d'un circuit interne complet. D'autres panneaux montraient des cartes célestes des constellations d'étoiles qui ne correspondaient à aucune époque connue. Des cartes de cieux telles qu'elles pourraient apparaître d'un autre point dans l'espace ou le temps. Il y avait des rendus de vastes vaisseaux élégants voyageant entre ces étoiles inconnues, et des diagrammes de champs énergétiques et de portails géométriques, qui bourdonnaient d'une puissance latente même dans leur forme peinte silencieuse. Ce n'était pas l'art de n'importe quelle culture ancienne enregistrée. C'était une vision de technologie avancée et de compréhension cosmique, un récit gravé dans des pigments minéraux qui n'offraient aucune clé de leur origine ou signification. La Dr Vargas resta des heures devant les murs illuminés, son esprit tourbillonnant, l'air de la salle épais de l'énigme qui devenait chaque jour plus profonde. La Dr Vargas savait qu'ils avaient épuisé toutes les voies conventionnelles d'enquête. L'épreuve physique était un paradoxe, l'art des grottes un lexique sans clé. En désespoir de cause, elle se tourna vers les frontières de sa propre discipline, convoquant un érudit dont le travail de toute une vie portait sur l'intangible, les histoires et croyances des peuples qui habitaient ces terres bien avant que les cartes ne soient tracées. Le docteur Matteo Flores arriva au laboratoire non pas avec des instruments, mais avec des journaux usés et le comportement patient d'un homme qui écoutait les murmures du vent. Spécialiste de la culture tehuelche, ses yeux portaient la calme et profonde reconnaissance d'un homme familier avec des mystères que la science n'avait pas encore quantifiés. Il fut montré les artefacts, les robes et des photographies des fresques de la grotte. Il n'exprima pas l'incrédulité choquée des autres. Au lieu de cela, une grave reconnaissance profondément marquée s'installa sur ses traits. Dans un coin calme du laboratoire, loin des machines vrombissantes, il commença à parler des anciennes histoires, des légendes transmises à travers les générations des anciens Tehuelches, des récits souvent rejetés par les étrangers comme de simples. Il parla du Ngen Etchen, des esprits de la terre, mais aussi de quelque chose de plus spécifique et plus terriblement pertinent, les Ulchen, ou marcheurs du temps. Ceux-ci n'étaient ni des dieux ni des fantômes, mais des êtres parfois humains, parfois autres, qui étaient dits se déplacer non à travers l'espace, mais à travers les couches du temps lui-même. Les légendes racontaient des lieux sacrés, souvent des montagnes élevées ou des grottes profondes, où le tissu du monde devenait. C'étaient des portails non vers d'autres terres, mais vers d'autres époques, reliés par un réseau de passages souterrains qui existait en dehors du temps linéaire. Le docteur Flores pointa les fresques. Les structures cristallines n'étaient pas des technologies avancées comme on l'entendait, mais des représentations de ces conduits temporels. Les cartes célestes n'étaient pas des cartes de voyage spatial, mais des calendriers marquant les alignements, lorsque ces passages étaient les plus actifs, quand le voile entre les âges pouvait être traversé. Les robes que Carlos portait avec leur mélange de matériaux antiques et impossibles, étaient les vêtements cérémoniels décrits dans les histoires, des habits conçus pour protéger un voyageur alors qu'il traversait les courants rugissants du temps. Le bourdonnement que Carlos avait décrit dans sa dernière transmission, l'air miroitant, le vertige, tout cela s'alignait parfaitement avec les légendes d'une fissure temporelle qui s'ouvrait, une porte entre les époques se balançait. L'équipe écoutait, l'air dans la pièce devenant calme et lourd. Les pièces de puzzle folles et impossibles, les dates de radiocarbone contradictoires, l'art avancé des grottes, le corps parfaitement préservé d'un homme, qui aurait dû mourir sur une montagne il y a 8 ans s'assemblèrent soudainement dans un tout terrifiant et merveilleux. Carlos Mendoza n'était pas tombé. Il n'avait pas succombé à l'exposition ou à un accident d'escalade. Il avait atteint le sommet du Fitzroy au moment précis où un alignement céleste avait aminci le voile,
et la montagne ne l'avait pas tué. Elle l'avait traduit. Les preuves suggéraient une conclusion qui réécrivait tout ce que nous savions sur la physique et l'histoire. Carlos Mendoza, le grand-père moderne avec sa caméra et son téléphone satellite, n'était pas mort sur la montagne. Il avait grimpé droit à travers la peau du présent et dans le profond passé sacré.